Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec Myriam Fung, qui est directrice de création spécialisée dans le branding, mais vous la connaissez sûrement sous le nom de Mimi Design si vous traînez un peu sur Instagram, LinkedIn ou autre. En effet, Myriam est devenue par la force des choses et de son travail de communication une créatrice de contenu dans l'univers du design et de la créa, cumulant près de 65 000 followers. Elle nous parle de ce que cette notoriété lui apporte et comment elle lit ça avec son travail. Et si vous voulez suivre les news de Motion Meet et poser des questions aux invités, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram. Et si jamais vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee du podcast. Tous les liens se trouvent en description. Et sur ce, je vous souhaite un très bon podcast. Bienvenue dans Motion Meet. Je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. C'est un profil un peu différent aujourd'hui parce que j'ai pas trop l'habitude de recevoir des gens qui font du branding comme toi. Toi, t'es un peu moins axé sur le motion, même si tu fais un peu de vidéos sur le côté, comme on peut voir si des gens te connaissent un peu sur Instagram. Est-ce que, avant toute chose, tu peux commencer à te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas ? Carrément. Moi, c'est Myriam, du coup, plus connue sous le nom de Mimi. Je suis freelance en brand design, comme tu disais. Comparé à du motion, du coup, c'est la partie plutôt visuelle, logotype, communication, stratégie, les trucs un peu plus barbants, on va dire, que tout ce qui est dynamique et motion. Mais ça part de valeur, en tout cas pour une marque. Et à côté de ça, je suis créatrice de contenu aussi. Enfin, je suis devenue créatrice de contenu par la force des choses. On pourra en parler tout à l'heure aussi. Carrément. Et tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là, quelle sorte d'études est-ce que t'as fait? Et puis un peu, est-ce que t'as travaillé un peu en agence? Est-ce que t'as toujours été en free? Tu disais que c'était un peu par la force des choses que tu fais du contenu maintenant, mais qu'est-ce qui t'a amené là-dedans aussi? C'est assez intéressant de savoir un peu ton parcours par rapport à tout ça. Alors moi, j'ai fait des études à Nantes. Du coup, je suis de Nantes, j'ai fait IARTSUP. Pour ceux qui connaissent Nantes, j'ai fait le master en 5 ans. Et à l'époque, il s'appelait Master Communication DA. Ok. Du coup, j'ai appris tout ce qui était, à l'école, entre guillemets, création de logos, pour les stratégies, et encore, c'était très vague. Donc, l'école, c'est un truc, on pourra en reparler, mais ce qui m'a plus formée, du coup, c'est aussi les expériences professionnelles, puisque j'ai fait 2 ans d'alternance avec ce programme. Plus, c'était presque dans la période du Covid, donc quand ils m'ont proposé de me garder après l'alternance, j'ai dit oui pour un CDI. J'ai pas trop, j'étais bien et je m'étais dit que c'était quand même une opportunité. Et je me sentais pas d'être freelance dès le début. Enfin, je sais comparé aux copains, qui étaient avec moi, on était une petite promo, c'était la première à Nantes, donc on était tous très proches et on partageait nos expériences et nos tips, choses comme ça. Donc, comme je disais, j'ai commencé en agence. Je fais 2 ans là-bas, plus 1 an d'alternance. Donc, ça fait un peu, je compte comme 3 ans, en tout cas sur le CV. Ça m'a bien aidé surtout à me structurer parce que me lancer en freelance tout de suite, c'était compliqué. Je connaissais pas ce qu'était le marketing, je savais pas ce que c'était de se vendre, tous ces trucs de réseau, tout ce qui amène à l'auto-entrepreneuriat. Le vrai truc, en fait, c'est pas juste on est freelance, on peut faire ce qu'on veut. Non, il y a tout un truc derrière et justement, ça m'a rassurée d'avoir ce cadre-là avant de me lancer. Du coup, là, ça fait 2-3 ans que je suis freelance à plein temps. Ok. Et par la force des choses, devenue créatrice de contenu. Je dis ça, mais parce que comme j'avais un peu peur de pas trouver de clients, un peu comme tout le monde en freelance, il faut se montrer, il faut proposer, montrer son book, ces choses comme ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de contenu sur Insta et LinkedIn. Justement pour pallier à ça, c'est que je me disais j'ai un projet, je faisais plein de projets fictifs et ça m'amusait parce que j'avais pas de clients, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé comme ça à faire des briefs fictifs, à les poster et à vraiment kiffer et surtout à me dire que c'est pendant mon CDI, il y avait une petite période de blanc où je me disais que ça tournait un peu en rond. J'étais comme interne, externe, événementiel, mais sauf que tous les ans dans la même entreprise, c'est un peu les mêmes choses, c'est les mêmes marronniers, c'est les vœux, les choses comme ça qui revenaient. Et à partir d'un moment, la vague Covid est passée, le monde reprenait tranquillement son chemin. Et je commençais un peu à m'ennuyer, entre guillemets. Et je m'étais dit, est-ce que je suis encore forte à tout ce qui est création et tout? Et du coup, je me suis lancée sur Insta. Ça a commencé à bien prendre. Je commençais à avoir des clients à côté de mon CDI. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen que je sois prête? Tu vois, et du coup, petit à petit, je me suis laissée 1 an. Et au bout des 1 an, j'ai quitté mon CDI et je me suis lancée en freelance avec déjà des clients, un portefeuille client, parce que j'avais déjà anticipé justement la création, la visibilité, la prospection et le réseau.
d'une certaine manière. Et c'est comme ça que je suis devenue créatrice de contenu. Je dis ça, mais c'était aussi à la base pour trouver du travail. Ok, non mais c'est intéressant de voir un peu comment t'as fait aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que t'as gardé un pied quand même dans une agence avant de réellement te lancer de ton côté. Comment est-ce que t'arrivais à trouver cet équilibre-là entre du coup ton travail à l'agence et ton travail de free? Est-ce que parfois tu faisais des nuits blanches juste à travailler en free, ou comment t'es arrivé juste à trouver un bon équilibre entre les deux? Alors moi, je crois que le moment où le CDI, en fait, je pense comme plein de gens, quand tu sais que tu vas partir, t'es déjà un peu dans une autre optique où tu le laisses d'un côté, tu finis ta journée, bon, c'est fini. Et moi, mon truc, c'était, je pense que le CDI, c'était une chose, les 7 heures, 8 heures de travail, 9 heures, 17 heures, un peu classique. Et une fois que je finissais, jusqu'à, je pense, minuit, 1 heure, 2 heures, j'étais sur des projets. Parce qu'en fait, je kiffais ça. Il y a une partie de mon planning où c'était, en fait, le CDI, c'est pour vivre, et l'après, mon temps libre, c'est pour kiffer et surtout développer des choses. Et en fait, je ne dormais pas parce que je kiffais trop. Okay, tu vois, je faisais un brief par semaine. C'est-à-dire, je faisais le brief, 3 posts et un reel par semaine pendant 1 an. Parce que je kiffais ça. En fait, le CDI, c'était, tu vois, ça me prenait du temps, mais c'était pas très créatif. C'était, ok, c'est cool, les collègues, c'est cool et tout, mais le reste me faisait encore plus kiffer. Donc, c'est là où l'engrenage, il a commencé. Ok, quand tu parles de brief, est-ce que c'est parce que je vois que tu mets des briefs aussi en ligne pour les créatifs, pour qu'ils participent. C'est un peu comme le Monday Challenge, je pense, pour les motions. Ouais, c'est carrément ça. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ouais, carrément. Moi, les briefs, à la base, j'ai commencé justement avant de me lancer en freelance sur ça, mais c'était très en anglais. Enfin, j'en ai plein en tête parce qu'il y en avait plein sur Internet, en fait. Et surtout, il y avait le choix. En brand design, c'était, j'aimais pas un brief, il y avait quelqu'un d'autre qui avait, je sais pas, une autre thématique qui me plaisait plus, où je voyais des choses. Ouais. Et du coup, mais très en anglais. Et ce qui fait qu'en anglais, c'est cool, je me débrouille. Et ça m'aide aussi. C'est une grosse partie de mon parcours, c'est que je suis pas bilingue non plus, mais je me débrouille, ce qui fait que ça a ouvert pas mal de portes pour pouvoir parler. Mais les briefs, du coup, comme il n'y en avait pas trop en français, avec une copine, on s'est dit, viens, on en crée en français pour des francophones, même si on met une petite part on traduit quand même en anglais, mais au moins les Français qui sont un peu nuls en anglais, ou qui font pas trop d'efforts en trad, ils ont quelque chose. Et surtout, je pensais que c'était assez répandu, et pas du tout. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses comme Monday Challenge, des gens en fait qui proposent des challenges pour s'aider et pas partir en vrille, parce qu'on sait tous la page blanche, c'est genre on commence par où, on fait quoi. Et en fait, il y a des gens qui t'aident à répondre à ces questions, bienveillants sur Internet. Enfin, ils te proposent des choses. Et en plus, ça change tout le temps. Genre, il y avait des trucs par semaine, par mois, par jour. Hein. Il y avait des trucs genre même les challenges typo, genre les 36 days à l'époque. Voilà, c'était des trucs challengeants qu'il faut suivre, et il y avait du monde derrière, donc c'était plutôt cool. La commu, elle a commencé. Enfin, moi, je trouve que j'ai adoré ce mouvement de communauté, de création où les gens se soutiennent. Où la plateforme aussi, en tout cas Instagram, était un peu différente d'aujourd'hui. Ouais, là c'était un peu plus à faire des choses comme ça, ouais. C'est clair. Tu voyais tout le monde, enfin tu t'inspirais. Les 36 Days, je sais qu'ils ont dû arrêter à cause de problèmes d'algorithme, de plateforme. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai commencé comme ça et c'était cool. Enfin, c'est cool, ça l'est toujours, et c'est pour ça que je continue le RVB Challenge, puisque je sais que ça aide des gens, et en plus, j'utilise les outils, tu vois, je fais le cross-postage pour que les gens puissent se voir. Parce que même si on a une petite communauté où on vient de commencer, je sais à quel point c'était... Enfin, ça me faisait quelque chose d'avoir des likes, c'est quelque chose, mais quelqu'un qui te commente un truc hyper sympa, enfin... Ça paraît rien pour certains, mais ça vaut de l'or pour d'autres, et je trouve ça important de continuer en fait dans ce cycle-là vertueux. Ouais, c'est clair, c'est bien. Je pense que oui, effectivement, quand tu commences et que c'est la première fois que tu publies, si t'as personne qui te fait un feedback ou tu vois juste un commentaire, bon, t'es un peu triste, mais quand t'as quelqu'un qui dit ah génial ce que t'as fait, tout de suite tu te sens un peu boosté quoi, et tu te dis bon ok c'est cool, je vais continuer à voir comment ça peut faire, à développer quelque chose. Et je trouve que c'est une super initiative de faire ces choses-là, parce que parfois il y a même des gens qui peuvent se rencontrer, travailler ensemble, faire des choses, ou même des gens qui trouvent du travail par rapport à ça. Je crois que le Monday Challenge, parfois il y a des gens qui réussissent à trouver des projets, parce que plus tu fais de projets aussi, plus ça amène les gens à venir voir ton travail, et plus aussi tu as un portfolio un peu plus chargé, quoi, un peu plus fourni. Et c'est sûr que comme tu dis, si tu travailles qu'en agence à côté et que ça te plaît pas trop, ce genre de projet, ça te permet de pas juste réfléchir à un sujet genre ah ouais j'aime bien le café, je vais faire ça, machin. Je crois que vous mettez un peu plus
de contraintes, entre guillemets, genre la marque ou ce qu'elle veut, les clients, etc. Et du coup, ça permet un peu plus de se mettre dans un projet un peu plus concret, quoi, au final. Ouais, avec quand même une liberté. À chaque fois, il y a des gens qui me disent est-ce qu'on peut changer juste 2-3 lettres ou on écrit une petite story parce que faut juste un petit background pour que les gens puissent s'intégrer dedans. Mais même moi, je m'autorise des fois à. Ok, c'est tu vois une marque de café, je vais faire du café, mais je vais m'autoriser à changer des trucs dedans et c'est pas grave parce que c'est libre en fait. Mais juste du moins que tu restes un peu dans le brief. Il y a des livrables et chacun fait ce qu'il veut et surtout maintenant j'ai des web designers, c'est trop cool. Qui s'associent avec des brand designers parce que du coup ça fait grandir le projet. Eux ils sont nuls en brand, les autres sont nuls en web. En fait on fait des collabs, c'est trop marrant et c'est le mieux. Trop bien. Ok, et du coup là c'est toujours d'actualité, ça marche, ça fonctionne toujours. Ça l'est. Ok, super. Est-ce que ça te dit qu'on passe rapidement au double expresso? Ouais. Le double expresso, si tu connais pas, c'est je vais te donner 2 choix et tu vas juste en devoir sélectionner un sur les 2 de façon très sommaire, pas besoin d'expliquer. Ok. Du coup, t'es plutôt thé ou café? Matcha. Matcha. Solo ou en équipe? Solo. Mac ou PC? Mac. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Texture ou flat? Texture. Projet perso ou projet pro? Projet perso. Spécialisé ou touche à tout? Touche à tout. Penser ou agir? Penser pour mieux agir. Et enfin, branding ou contenu? C'est dur. Je dirais contenu maintenant. Contenu maintenant? Ok, super. Trop bien. Maintenant que les gens te connaissent un peu plus, voient comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais, quoi, un peu plus. Nous, on va un peu parler de tout, on va parler de contenu, on va parler un peu d'intelligence artificielle aussi à un moment. C'est des gens qui m'ont dit de te contacter d'ailleurs quand je cherchais quelqu'un pour parler un peu de ça et de parler un peu de comment mettre l'intelligence artificielle dans la création et pas juste que ça nous remplace comme ça, comme des vulgaires produits qu'on met à la poubelle. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail, ce que tu fais un peu tous les jours et un peu ton process, ta journée type? Ouais, carrément. Du coup, brand design, c'est vraiment, grosso modo, aider les marques à véhiculer leurs valeurs à travers des supports visuels, tout un univers visuel en fait que je vais construire. C'est pas, comme on dit, c'est pas juste un logo, c'est tout ce qui va être autour, les couleurs, les typos. Le motion rentre dedans aussi. Maintenant, le motion system est vraiment important. Le web, enfin tous ces trucs qui vont graviter autour d'une marque. En fait, c'est mon travail, même un peu de strat, tu vois, c'est le positionnement en amont de tout ce qui est création, c'est tout ce qui est stratégie avant. Ouais. Hyper important d'avoir une base solide pour que nous, en tant que designer, peu importe brand ou motion, on ait au moins des mots-clés qui puissent nous aiguiller, on va dire, sur nos choix de création. Ouais. Process, comme tu dis, process de taf, ou t'inquiète, ou de mes journées type. Ta journée type, tu peux nous dire un peu comment... Par exemple, tu as un projet qui arrive, ton client il t'envoie ton brief, comment ça se passe par la suite? Carrément. Souvent, je travaille en ce moment en agence. Je trouve qu'au début, j'ai beaucoup travaillé avec des projets solo, des clients solo, mais c'était pas plus compliqué. Mais je me sentais pas encore assez carré pour faire toutes les étapes de création et bien drive les clients. Donc là, l'agence me rassure toujours un petit peu aussi travailler avec eux. Parce que c'est eux qui gèrent toute la partie chefferie de projet, tous ces trucs-là. Ouais. Donc ça me va. Et en agence, souvent, on me présente le client. Je peux participer aux ateliers. Souvent, la stratégie, quand il y a des grosses agences en brand strat, ils ont leur équipe. Et ce qui est cool, c'est qu'ils m'intègrent pour que je puisse au moins, où j'ai des récaps, où je peux regarder les visios, pour comprendre déjà qui sont les clients. Aussi la vibe, c'est important de capter la vibe des clients. Et d'avoir toutes ces notions de vision, c'est quoi leur vision, même sur 5-10 ans, ils veulent se projeter sur quoi, le positionnement, la cible, hyper important. Et après, moi, avec tout ça, je mixe, je sais que je dois faire le logotype, typo et tout. Et ça me donne des éléments clés, en fait. Imaginons le mot dynamique, tu vois, ou choses comme ça. Moi, ça va m'aider à choisir mes typos, mes couleurs et tout le reste autour. Enfin, même les formes, les choses comme ça. Donc, c'est de cette stratégie que découle ma création. En tout cas, le process de création, même si je suis pas toute seule, ça peut être aussi de la team, c'est ça qui est cool. Ok, top. Et du coup, moi, j'entends là que tu fais de la strat, tu t'intéresses un peu à tout. Est-ce que tu conseilles vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc pour vraiment réussir à se démarquer des autres? Je dirais oui. Pour moi, c'est pas tout maîtriser, mais c'est tout comprendre. Entre guillemets, toute la chaîne de création, c'est que, en fait, pourquoi on te donne, tu vois, en tant que designer, pourquoi on va te donner des valeurs, tout un brief presque. Sans âme et tout, faut aller creuser, faut aller comprendre pourquoi ils ont dit ça, tu vois, ça se trouve ils sont dans l'énergie ou choses comme ça, et du coup ils se basent sur des lois, des choses qui changent,
voilà, il y a des mouvements qu'il faut comprendre pour surtout pouvoir justifier, nous, notre travail et nos choix, et les axes, en fait, aussi, pour qu'ils soient aussi forts et, comme je disais, accordés aux valeurs, en fait, de du client ou de la marque. Ouais. Et du coup, tout ça, tu l'as appris comment? C'est avec tes années en agence qui t'ont permis aussi de développer un peu ça? Tu disais que ça t'avait pas mal apporté, l'alternance? Ouais, carrément. Ouais, c'est ça? Ouais, bah, beaucoup l'agence, c'était plus du marketing et même juste le côté professionnel, travailler en équipe avec plein de personnes. Parce qu'à l'école, même si on est avec les copains, on est toujours souvent tout seul dans les projets. Enfin, vraiment, on sait pas, parce que je suis en école de design, il n'y a pas forcément un marketeur avec moi ou un commercial. Enfin, tous ces trucs-là, on les apprend pas vraiment à l'école. Donc ça, le CDI m'a appris. Et les agences m'ont aussi appris plus de la méthodo, c'est-à-dire que par où on commence pour tu vois, avoir un vrai fil rouge, le rétro-planning il est clair, et ça m'aide aussi pour des clients perso, parce que du coup ça me rassure de me dire ok, je vais pas tout de suite lui donner le logo, je vais dire ok, il faut quand même un atelier un peu avant pour un atelier découverte plus avec positionnement, choses comme ça pour m'aider. Et après tu vois, les méthodos elles sont graves, je pense que c'est aussi ce qu'ils vendent en tant qu'agence, c'est qu'ils sont méthodiques, c'est que c'est professionnel, et c'est ça qui fait que le touche-à-tout, il est là, mais il faut être un peu sur toutes les étapes, mais t'es pas obligé de faire toutes les étapes, entre guillemets. Ouais, oui, c'est juste, tu comprends un petit peu, tu vois, t'essayes d'intégrer ça tu sais que tu dois l'intégrer dans ton process, et après ça t'aide à mieux comprendre et à avoir un produit un peu plus abouti, peut-être, à la fin, c'est ça? Ouais, même les propals, c'est hyper intéressant, comment les agences font quand ils font du prospecting, comment ils se vendent à des clients. Enfin, on sait que même nous, en tant que freelance, c'est très dur, mais du coup, de le voir d'un point de vue agence, c'est trop intéressant. C'est à quel point ils vont mettre en avant, quel projet, tu vois, comment ils vont l'expliquer. Et je trouve ça trop intéressant. Enfin, tous ces étapes-là. Et du coup, toi, tu continues à te vendre auprès d'agences, de clients, etc. Enfin, tu vas aller chercher parfois, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent vers toi maintenant? Je fais les deux. En vrai, il y avait une période où j'ai jamais trop prospecté, j'avoue. Mais ça m'arrive d'envoyer des petits mails sympas à des agences que j'aime bien, ou des gens, ou des boîtes. Maintenant, plus pour le contenu. Mais avant, c'était... il y a plein d'agences que j'aime bien leur taf. Et je vais leur dire, tu vois, et on sait jamais. Mais j'aime bien, on rentre toujours par une petite porte et on sait pas où on ira. Mais je me dis, c'est toujours cool. En plus, c'est des humains. Peut-être tout le monde pense que c'est des agences de malades, mais eux, si on leur dit pas, tu vois, il y a toujours ce petit truc, peu importe la personne, le niveau de visibilité, machin, c'est toujours plaisant d'avoir un petit message sympa, en fait. Et je trouve que c'est important de continuer à faire ça, parce qu'on oublie que sur les réseaux, c'est pas parce que tu postes et que t'as, je sais pas, 10 000 likes que, tu vois, il y a une personne qui va dire « Ah, vraiment, j'aime ton contenu, ça m'a inspiré », en fait, ça touche plus, presque, tu vois, que juste des stats, en fait. Oui, surtout, il n'y a pas forcément, peut-être que toi un peu plus, mais parfois, il n'y a pas forcément des gens qui viennent directement dans tes DM en train de dire « Ah, j'aime trop ce que tu fais, est-ce que tu... » Enfin, tu vois, il y a toujours des gens qui sont prêts à échanger, comme tu dis. Moi, parfois, ça m'arrive aussi d'aller parler à d'autres personnes en mode « Ah, c'est trop cool, comment t'as fait ça ?» Et du coup, c'est toujours cool de pouvoir échanger avec la personne juste comme ça, d'avoir des petits tips aussi, même si c'est pas forcément pour te démarcher et trouver un contrat à la fin, mais juste, tu vois, échanger, c'est toujours bien. Ok, c'est top. Et du coup, quand tu vas démarcher ces agences-là, est-ce que tu leur dis ouais, j'aimerais bien travailler avec vous, ou c'est juste j'aime bien votre taf et bon? C'est plus j'aime bien votre taf, et si jamais vous voulez regarder mon univers, voilà, mes liens, un truc comme ça, mais en général c'est ça jamais part... clin d'œil, hop là. Ouais, mais en fait c'est normal, parce qu'il faut quand même être business, hein, si on est, en tout cas pour les freelances, c'est un business, hein, il faut pas l'oublier. Mais ça leur montre aussi ton positionnement, c'est dire ok, t'as peut-être flashé sur un projet, et ça arrive assez souvent, de leur dire c'est cool, et de dire qu'un jour, si c'est possible de travailler avec eux, parce que voilà, c'est cool aussi, je trouve que c'est dans une bonne vibe. Après ils te répondent, ils ne répondent pas, voilà, mais c'est le jeu. Je trouve que il faut oser justement faire ces choses-là, puisqu'on sait jamais ce qui peut arriver après. Ouais, c'est clair. Ouais, les petits vents, ça fait toujours en mode ah, est-ce que je renvoie un petit message? Est-ce que. Mais ouais, ça fait partie du jeu, c'est vrai, d'aller juste envoyer un message, dire salut, je suis là. Et puis, c'est vrai que parfois on me dit que t'envoies un message et peut-être 6 mois plus tard, ils vont te rappeler comme ça. Et voilà, c'est tout bénef, quoi. Puis même, juste dire que c'est bien, comme tu dis, ça fait toujours plaisir à l'autre personne. Et si vous travaillez jamais ensemble un jour, au moins t'as fait le premier pas, et puis ça va t'aider peut-être à aller voir d'autres personnes par la suite.
Et toi, en fait, moi, je vois que tu fais beaucoup de choses. Du coup, t'es pas que brand designer. Tu fais du contenu sur Insta et YouTube, il me semble. Du coup, on a parlé de ton challenge avec le brief. Tu fais des conférences aussi, parfois, à droite à gauche. Tu fais des podcasts actuellement. T'as créé aussi, moi, j'aime beaucoup le format que t'as créé là, avec les sortes de mini-podcasts sur Insta en carrousel. Je trouve ça ultra malin, ultra smart d'avoir fait ça. Mais en fait, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, pour dormir, pour te reposer, pour trouver des idées? Comment tu fais? Alors moi je suis un peu spéciale, je pense que je me repose autant que je travaille. C'est-à-dire Ok, que je peux travailler 12 heures d'affilée et dormir 12 heures d'affilée. ok. C'est mon équilibre, il est en fait, je me repose vraiment beaucoup, mais je travaille aussi beaucoup. En fait, voilà, ça se voit peut-être pas, mais moi j'aime bien aussi, comme je disais, penser avant d'agir. C'est genre j'aime bien avoir des idées, je les note, je les travaille, je vais regarder des tutos, enfin tous ces trucs-là comme le podcast. En fait, c'est venu parce que je voulais faire des mini-interviews, mais sans faire des podcasts aussi longs. Parce que je sais Ouais, pas faire, donc j'ai essayé de trouver des solutions. Il a évolué. À la base, c'était juste des gens qui se prenaient en vidéo, et après je me suis dit, bah déjà les gens, j'ai demandé à plein de copains, ils avaient la flemme. J'ai dit, bah envoyez-moi des vocaux, c'est plus simple. Et en fait, le truc ouais. évolue, et en fait, moi j'automatise tout. C'est-à-dire automatiser sans que c'est pas que je le fais pas, c'est juste que je vais gagner, si je peux gagner du temps, genre les RVB Challenge, maintenant je poste plus que tous les mois. Bah, enfin, ça a toujours été. Et j'ai juste à accepter les cross-posts. Enfin voilà, et mettre toujours un petit commentaire sympa. Enfin, ça me prend 2 secondes de faire ça. Et du coup, les gens sont aussi contents. Moi aussi, le truc continue à vivre. Les Mhm. mini-interviews, c'est un peu ça. Je travaille avec les gens les questions. Mais il y en a que 3, donc ça va. Ils m'envoient leurs vocaux. Et après, moi, en une journée, même pas, je fais le montage qui est déjà facilement remplaçable. Enfin, il y a juste à changer les textes, les captions et tout. Donc tout est optimisé pour que mon temps aussi, je puisse faire autre chose. Donc, j'aime bien, c'est pas que j'aime pas m'éparpiller, mais j'aime bien optimiser à fond mon temps pour faire autre chose. Voilà. Ou me Non, mais c'est reposer, en fait. compréhensible, tu vois, quand tu fais autant de choses, t'es obligé de te dire, ok, comment est-ce que je peux gagner du temps ici et là? Et automatiser ces contenus, je trouve que c'est quand même pas mal de se dire, ok, j'ai créé un template, quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, bah, autant le réutiliser un petit moment, quoi. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu essayes toujours de trouver une solution. Genre, là, tes potes, ils t'ont dit, ouais, non, filmer flemme. Donc, du coup, tu te dis, ok, comment tourner ça ailleurs? Et t'as fait des vocaux au final. Et ça marche très bien, en fait, ça rentre très bien dans le truc, parce qu'en fait, tout le monde est plus ou moins sur son portable. Est-ce que les gens auraient regardé forcément la vidéo? Oui, non. Et puis même, pour toi, c'est encore moins lourd en termes de process, je pense. Parce que t'as pas le montage entre guillemets à faire. Peut-être que tu montes un peu le vocal au final, mais même pas. Je touche pas. Je leur ai dit, c'est une prise, je toucherai rien. Je code juste pour les slides, mais pas plus. Ouais. Ok, bon bah parfait. Et du coup, ça marche très bien et ça se prête très bien aussi au jeu d'Instagram, parce que tu publies surtout sur Instagram. Je sais pas si à un moment j'avais vu quelqu'un qui avait dit sors-le en podcast pour qu'on écoute tout d'un coup. Je sais pas où est-ce que ça en est ce projet-là. Je les ai mis sur YouTube. J'avoue que là, en fait, comme j'ai un projet YouTube, du coup, je me suis dit, au lieu de réapprendre Spotify, enfin, voilà, j'aurais pu apprendre comment les mettre dessus un peu. Enfin, j'aurais pu demander à des gens comme toi comment on fait, Ouais. les choses comme ça, mais en fait, ça m'éparpillait encore trop sur plein de plateformes, alors que YouTube, je voulais commencer et qu'il y a YouTube Podcast. Enfin, il y a plein de gens qui écoutent des podcasts sur YouTube et que c'est pas un problème. Ouais. Donc je me suis dit, bon, bah, je garde pour le moment sur YouTube, ça marche bien ou pas, c'est pas grave. Au moins, les gens qui veulent tout écouter d'un coup, entre guillemets, bah, ils auront ça là-bas, au moins quelque part. Ils ont un accès simple ici. Mais oui, carrément, si tu veux, je te montrerai un moment comment mettre tout ça sur YouTube et sur Spotify, pardon, et autres. Et du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que tu veux faire sur YouTube, les contenus que tu veux poster dessus? Est-ce que ça va être différent de ce que tu fais sur Instagram? Est-ce que ça va être encore autre chose? Ouais, carrément. Bah, sachant que sur Insta, en général, je poste rien de professionnel. En fait, ça a toujours été un journal d'explo où je fais des trucs que je kiffe. Genre, je trouve Ouais. une nouvelle technique, bah, soit je vais faire un tuto pour la montrer, soit je vais l'utiliser dans un projet, un brief, machin. Donc ça a toujours été plus un truc plaisir Insta. C'est devenu un peu plus pro parce que bah, maintenant, il y a de la création de contenu, on va dire, sponsorisé. Enfin, ça c'est venu petit à petit, entre guillemets, Ouais. mais il y a pas... C'est peut-être 10% de mon contenu, donc ça va, c'est encore cool. Et le YouTube, c'était parce que Insta, j'avais fait un constat, c'est que comme je parle enfin, anglais, entre guillemets, sur Insta, dès que je faisais des reels en français, parce que je suis plus à l'aise à parler en français, bah, il n'y avait pas une super audience. En tout cas, c'est normal, mon Insta, il n'était pas connu pour ça. Dès que je prenais un peu Mhm. plus de temps, et 1 minute, c'est assez court, en vrai, quand tu veux parler d'un sujet un peu sympa,
où tu vas aller deep dans des process, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, il me faudrait une plateforme où je puisse parler, blablater, et bah, forcément YouTube. Et montrer des choses. Donc, c'est plus, je pense que YouTube, ça va être plus de la vulga, de design, tu vois, de marketing. Comment tout ce qu'on voit, en fait, a un impact aussi sur nos vies de designers. Enfin, tu vois, les changements, le blending, entre guillemets, il y avait des tendances, les choses comme ça. Et surtout qui touche une plus grande audience, qui puisse, à chaque fois j'en parlais à mon papa, je vais faire des vidéos que tu puisses comprendre. Tu vois, je lui dis, donne-moi une marque et je te fais une vidéo dessus pour t'expliquer plein de trucs. Tu vois, il y a plein de trucs où je me dis, faut que ça touche plus de monde, parce qu'Instagram c'est très niche. Et j'ai remarqué que sur YouTube, enfin, je suis une fille que j'adore et elle disait qu'elle avait beaucoup d'abonnés sur YouTube. Et tu sais, tu peux écrire des petits posts. Elle disait, je fais aussi du contenu sur Insta, des trucs, des shorts, des reels justement d'1 minute. Et tous les gens disaient, mais nous on n'a pas de réseau, on n'est pas sur Insta, sur TikTok, on s'en fiche. On veut du YouTube, on veut du long. Je fais, ok, il y a une audience qui est pas du tout sur Insta, qui veut pas ce genre de choses, et qui est très YouTube, qui prend le temps. Et je me dis, ça peut être cool, justement, de prendre un peu plus le temps sur cette plateforme, de kiffer et de refaire des montages aussi un peu sympas. Ok, trop bien. Et t'as déjà des petites idées pour un peu allécher là, les auditeurs? Aïe. Bah là, je viens de finir mon storyboard hier. Donc, il faut que je... tu fais ça bien. Ouais. J'ai plein de sujets assez cool. Bah, je brainstorm avec les copains. J'aime bien aussi demander, genre, est-ce que si je parle de ça, ça vous intéresserait, tu vois, ou pas, même si c'est pas forcément 100% la niche. Après, c'est normal, c'est le début. Je me laisse un petit moment pour capter la plateforme, tester. Enfin, c'est comme Insta, c'est genre redevenir débutant sur un truc. C'est apprendre, c'est se casser la figure, voilà, il y a plein de déceptions, mais il y a aussi des belles choses qui vont arriver, j'imagine. À force, je sais que tout prend du temps. Et j'ai pas peur de ça, donc c'est une nouvelle aventure. Ok, trop bien. Ça te fait pas peur, du coup, c'est cool. Ça fait toujours un peu peur de se dire, ok, je recommence un truc, est-ce que ça va être accepté? Mais je pense que c'est aussi comme ça, tu vois, qu'on apprend et qu'on évolue. Et c'est trop bien que... Enfin, je trouve ça bien que tu fasses ça. J'avais d'autres petites questions par rapport à ça. Du coup, de Julie MB. Décidément, Julie, elle m'envoie beaucoup de questions. Je vais finir par lui dire de présenter le podcast avec moi, au final. J'avais un truc, c'était est-ce que l'influence que tu as maintenant a déjà été un frein avec certains clients ou pas? Je pense pas. Client brand ou client contenu? Alors c'est pas précisé, mais je sais pas si t'as déjà eu un frein quelque part avec certains clients. Non, parce que certains, du coup je suis aussi sur LinkedIn et en fait ils savent pas que j'ai forcément un Insta. Enfin, il y a des fois comme je travaille en agence, ils me présentent pas forcément mon profil, tu vois, c'est un truc où je suis dans l'équipe. Et des fois, les clients, en parlant, ils découvrent mon travail perso, parce que forcément, des fois, voilà, on sympathise un peu plus. Mais des fois, je le dis pas, en fait. Je suis juste brand designeuse. Surtout en agence, j'ai pas besoin de me représenter. Tu vois, je fais partie de l'agence. Enfin, tu vois, ils disent, c'est pas qu'on s'est caché, que je suis une freelance en plus. Mais je le dis pas. Et quand je suis en perso, en général, c'est des recommandations, c'est des choses comme ça. Donc, forcément, ils passent par mon Insta. Mais ça peut ne pas leur plaire. Enfin, je sais que tous les univers ne se valent pas, et surtout sur Insta, là, je commence plus à faire des carousels que de la brand en soi. Donc, ça n'a pas forcément d'impact, mais ça a plus d'impact pour la création de contenu maintenant. En tout cas, le vrai influence, le côté influence. Je sais pas si c'est ça sa question. Écoute, on demandera à Julie si c'était ça sa question. Je lui demanderai. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais en fait, parfois, est-ce que t'as des clients qui viennent et qui savent même pas que t'as un Instagram, etc. Et puis, je pense que parfois, ils aiment juste ton taf et point, quoi. Ouais, parce qu'en plus, je suis pas sur 1000 plateformes, mais je suis sur aussi Contra. Je sais pas si ça te parle, c'est une plateforme. Pas du tout. C'est un peu mieux que Malte, choses comme ça. C'est pas du tout français, du coup, c'est très anglophone. J'ai 2-3 projets dessus et tout, et c'est cool parce que c'est un truc où t'as un job board, t'as une plateforme de paiement, messagerie, enfin, franchement, j'adore ce truc-là. Enfin, ce projet-là, il est incroyable. Et du coup, il y a plein de gens qui me contactent juste parce que ce qui est bien fait, c'est qu'ils ont un algo, ils savent que je suis brand designeuse. Les gens, quand ils mettent leur mission au job, ils savent qu'ils vont lier, du coup, les pastilles, on va dire, ils cherchent une brand design, enfin, ils vont lier en fait les profils, ils vont matcher, entre guillemets, un peu comme la Tinder. Et soit les clients envoient direct un petit message, genre, on a matché, matché, entre guillemets, en fait, ça peut fitter par rapport à ce que je fais. Et le prix, tu vois, il y a des trucs comme ça, on peut mettre... du coup, là-bas, il y a mes prix, mes packs, c'est ça qui est cool. Et du coup, cette plateforme est assez bien faite, et du coup, je pense pas qu'ils regardent tout le temps ce que je fais, mais ça va assez vite, en fait, la prise de contact.
sans qu'ils sachent que ce que je fais à côté, quoi. Ok. Et du coup, c'est intéressant, tu es sur ce genre de plateforme-là. Pour toi, c'est plutôt positif, du coup, pour trouver des contrats à côté? Ouais, carrément. Bah, pour le coup, ce truc-là, il est automatique. Je dis en plus que ça fait un moment que je suis plus available. Enfin, je ne suis plus disponible et j'ai tout le temps des contacts et tout. Enfin, c'est cool, mais d'un côté, je leur dis, mais je suis pas dispo si vous regardiez. Je suis pas dispo, donc soit je le donne à des copains. On a matché, putain, on a ouais, matché. C'est ça. Mais je fais, bon, bah, je demande à des potes si, tu vois, qui parlent un peu anglais, s'ils veulent le prendre, parce que forcément, s'ils me demandent, c'est que les gens ont besoin de quelqu'un. Donc soit je l'envoie à des copains, soit je leur dis gentiment aux clients, bah non, je peux pas. Et des fois, j'oublie de répondre parce que, voilà, j'oublie. Ok, et c'est plutôt axé branding ou c'est un peu pour tous les corps de métier, genre c'est pareil, c'est pour dev, etc. Ouais, il y a vraiment de tout, c'est juste pas moi, je suis de ce côté-là, mais ils tendent à ouvrir de plus en plus, ils mettent des outils, ils font, je sais pas, là ils ont fait un award des outils, des nouveaux outils que tout le monde utilise. Je trouve ça trop cool. Okay. C'est assez, il y a des badges, tu vois, maintenant ils ont mis les badges Jita, parce que, enfin, Spline, tous ces trucs-là, ils font badge expert. Du coup, c'est cool, tu mets un projet sur ça, et du coup, ça te remet expert sur un outil. Tu vois, moi, c'est Figma, Adobe. Et les gens peuvent rechercher des spécialités, surtout je sais pas, en motion, si c'est, ou en montage, du After, Premiere ou DaVinci, enfin, tous ces trucs-là, en fait, tu peux les noter pour que les gens puissent facilement, avec l'algo ou tout seul, automatiquement, te fit avec le projet. Top, ouais, je connaissais pas du tout celui-là, je connaissais Malte et Fiverr, et puis je pense que ça s'arrêtait là. Mais ok, trop bien, j'irai checker aussi de mon côté. Deuxième question de Julie. As-tu perçu un changement de comportement positif ou négatif de la part des autres quand tu as commencé à poster plus régulièrement ou commencer un peu dans les contenus, etc. C'est qui les autres? Les autres, ton entourage peut-être, tu vois, ou je sais pas, même, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais peut-être les clients ou autres. Alors l'entourage de base, je suis peut-être la seule à avoir posté autant avant, sans. Mais en fait, il y avait une partie de mes copains qu'on a fait l'école ensemble, mais ils étaient plus en motion, dont des copains qui sont passés dans ce podcast. Et eux, je pense, ils sont direct allés en freelance. Pour la plupart, parce que le motion était un peu à l'âge d'or à ce moment-là. Vraiment, il pleuvait des projets trop bien pour eux. Moi, j'avais pas cette confiance-là, donc je suis partie sur un autre chemin. Mais à ce moment-là, pour eux, c'était l'Eldorado. Enfin, il y avait du taf et tout. Et moi, le fait que j'ai pris le pas de poster des projets, justement, améliorer mon portfolio tout le temps, en mettant des projets, même si c'était pas 100% moi, mais j'apprenais de nouvelles techniques, donc c'est pas grave, j'avançais comme ça. Fait qu'aujourd'hui, toute cette avance-là, ça a un impact. Attends, j'ai oublié la question. Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur ton entourage? Ah oui, justement ça, parce que oui, eux, ils galèrent peut-être un peu, tu vois, les copains. Justement, là, comme ils n'avaient pas pris le pas avant, c'est plus compliqué pour eux de reprendre maintenant, sachant que la plateforme a changé. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. Moi aussi, même en 2-3 ans de création de contenu, j'ai vu qu'il y a des choses qui ont changé. Et ça a impacté sur le fait que du coup, je les pousse à poster. Où je leur dis, mais vos projets, même perso, ils sont cool, venez, on fait des trucs, postez-le. Pour justement pallier à ce manque des fois ce trou de clients. Et c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'ils n'ont pas pris le pas et du coup, ils voient pas forcément l'intérêt. Et peut-être il y a aussi la barrière de la peur. Enfin, il y a toujours un truc où les réseaux, on a toujours un peu peur de poster, que ce soit sa tête, son projet, parce que peur du jugement, machin. Ouais. Et ça, j'essaie de les pousser à ça, mais c'est compliqué. En tout cas, c'est pas automatique pour eux. Mais c'est pas, je leur en veux pas, et j'essaie juste de les aider, parce que je sais que moi, ça marche de mon côté. Et je vois l'impact que ça a, en fait, sur notre travail, sur la visibilité, tous ces trucs-là. Enfin, j'ai jamais eu à démarcher. Et ça, c'est vraiment une chance, je le sais, mais c'est aussi du travail que j'ai bossé à côté. Enfin, ça vient pas automatiquement. Il y a tout un système qui a été mis en place pour que j'ai pas à le faire. Même si, je m'autorise quand même à mettre des petits mails et tout. Ouais. Et les proches, en soi, c'est pas leur domaine, donc ils s'en foutent. Ouais. Ils sont juste en mode, c'est joli, et voilà. Ouais, ça, ils te font des petits likes pour te rendre un peu heureuse, et puis voilà, quoi. Ouais, et puis quand je leur dis, c'est ça, c'est mon métier, tu fais juste tes trucs sur Insta, oui. Voilà. Oui, c'est ça, plus ou moins, oui. Oui, je fais, 1 minute de vidéo, c'est temps. Oui. Ils font, ok. Bon. Donc c'est pas le même monde, c'est pas grave, mais c'est toujours marrant
Ouais, c'est sûr, quand tu parles avec des proches qui sont dans un autre corps de métier et leur expliquer que bon, bah, ton métier c'est comme ça et que ça fonctionne autrement, c'est toujours. C'est sûr qu'on a un travail un peu plus loisif, un peu plus créatif et un peu moins concret, tu vois. Surtout, moi j'ai des amis qui sont kinés ou qui travaillent. Ouais, qui sont kinés par exemple, on va prendre ce corps de métier là, et du coup bah, c'est quelque chose de très concret, tu vois, tu soignes des gens, tu les aides, alors que nous, entre guillemets, bah, on fait des trucs pour expliquer des marques, pour aider les marques à aller un peu, enfin, on fait des logos, des designs, etc., donc c'est un peu moins concret, quoi, on n'aide pas des gens foncièrement, on ne sauve pas des vies avec ça, donc, et se dire que parfois c'est tel ou tel budget, c'est aussi un monde pour eux, quoi. Ouais. Mais bon. Bah, mon père, c'est pareil. Alors, je lui ai dit que je quittais mon CDI pour me lancer en auto-entreprise et il a pas compris. Et jusqu'à ce que je lui montre un peu mes fiches enfin, mon salaire, entre guillemets, ou ce que j'arrivais à faire, il fait ok, ok. Et là, je lui ai dit, bon, bah, j'arrête le frein. Je mets en pause le frein, je me lance sur YouTube. Et du coup, il a toujours cette phase de pourquoi pourquoi ça marchait bien. Ouais. Mais je pense aussi, bah, nos parents, ils sont dans une génération où le freelance c'était quelque chose d'inimaginable, quoi, ça n'existait pas. Et encore maintenant, là tu dis YouTube, bah, c'est vraiment quelque chose qui n'existait vraiment pas à ce moment-là. Donc oui, c'est sûr que ça peut faire peur. Et du coup, ton père a voulu se lancer en freelance aussi quand tu voyais que ça marchait ou... En fait, lui, il est dans le bâtiment, donc à la base, il est auto-entrepreneur, tu vois, donc il sait les galères. C'est pour ça qu'il m'a dit attention, tu vas savoir gérer l'admin, les machins. Il y a plein de trucs où il m'a alerté. Je fais ok, j'ai appris sur le tas. Il y a plein de trucs où la TVA, j'ai oublié plein de fois. Enfin voilà, il y a plein de trucs que tu apprends sur le tas. Tu as des lettres un peu menaçantes qui arrivent chez toi. Donc, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il me fait confiance. Il dit juste qu'il comprend pas, mais il me fait confiance. Je lui montre mes vidéos. Il me dit, il me dit pas que c'est bien, mais je sais qu'il les montre à tout le monde. Donc, il montre pas trop ses émotions, mais je sais qu'il est là et c'est ça qui est important. Ouais, c'est trop bien, ça c'est cool d'être supporté, en tout cas d'avoir un support derrière. Et du coup, toi tu sors toujours de ta zone de confort, mais comment est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu disais que ça te faisait pas trop peur? Et pour les gens par exemple qui n'osent pas, tu vois, t'as toujours une marche, tu vois, que t'oses pas franchir. Toi j'ai l'impression que ça te fait pas peur toujours d'aller plus haut. Est-ce que tu aurais un conseil pour eux ou pas? Moi je sais que je me dis toujours et au pire. Ouais. Genre tu fais un truc et au pire il se passe quoi? Tu vois, tu postes une créa et au pire, tu vois, au pire il y a pas de vue, bah c'est pas grave, tu vas pas mourir, tu vois, et bon si t'aimes pas tu supprimes, il y a pas de tu vois, il y a pas de la peur on se la met tout seul. En fait c'est vraiment un mur qu'on se met tout seul. Et tu vois, le YouTube c'est vraiment un truc où même moi je flippe, je me dis est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais aimer. C'est complètement nouveau, mais vas-y, étape par étape, en fait, petit à petit, tu vois, là, j'ai eu du mal. J'ai trouvé mes sujets, mais je me dis, maintenant, il va falloir écrire les storyboards, le script, machin, mais petit à petit, tu montes des petits trucs, tu les coches, et après tu prendras le pas. C'est dur au début, c'est toujours très dur au début. Et après tu prends le pas parce que tu t'habitues à faire des choses comme ça, mais il faut juste se dire, personne... surtout si c'est des posts, les gens ils les oublient, surtout le feed Insta qui se rappelle de mon post il y a une semaine, entre guillemets, tu vois, ces choses-là, personne s'en fiche, tout le monde s'en... En tout cas, ils s'en fichent pas, mais tout le monde l'oublie et c'est pas si grave, tu vois. Non, c'est l'intention, elle est... T'es tellement entouré de contenu aussi autour, tu fais un post et malheureusement t'es un post parmi tant d'autres aussi parfois, même si pour toi c'est très important parce que c'est ta personne que tu publies. Comme tu dis, c'est pas très important si jamais ça marche pas trop, c'est normal, t'as une globalité, t'as tellement de contenu autour que bon, t'as fait un truc qui marche pas, le prochain il va peut-être marcher un peu plus, et au fur et à mesure ça va fonctionner, quoi. C'est ce que je me dis, et tu vois l'évolution. Moi j'adore, c'est de me dire, tu vois ton évolution, c'est trop bête, mais moi c'est un souvenir de qui j'étais il y a 1 an, 10 ans, je reposte, j'aimerais bien faire un truc, un reel sur mon premier portfolio, tu vois, mon premier book à l'école, quand je pensais qu'il était incroyable, que c'était genre, je m'en rappelle, faut que je le retrouve, mais tu vois, il y a un truc où tu vois ton évolution et en fait tu dis, mais tu l'as fait et t'étais content à l'époque et c'était pas grave, tu vois. Tous ces trucs-là, demain tu t'en souviendras plus et demain tu seras loin parce que justement t'auras monté des marches qui t'ont amené encore plus loin sur d'autres chemins. Et moi j'aime bien cette vibe-là. Ouais, je comprends. Ouais, c'est marrant que tu dises ça, là, cet exemple de portfolio, de revoir avant, là, il y a pas longtemps, j'ai fait ça, et j'ai fait,
Ok, je comprends mieux pourquoi on me disait plus de faire des choses comme ça en fait. Il y avait vraiment des choses affreuses quoi. J'ai osé dire que c'était bon. Mais bon, tu vois, c'est bien d'avoir du recul sur soi-même et de se dire ok, je viens de là et puis maintenant j'arrive à faire ça comme ça. C'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est cool, Ok. c'est entre, tu vois, la zone de confort et la zone d'inconfort. Quand t'es pile entre les deux, c'est là où Ouais, tu évolues pour moi. C'est ouais, genre, c'est là tu où tu restes pas progresses. trop dans la zone de confort. Moi, tu peux apprendre. Moi, j'adore maîtriser des techniques. Une fois, je les maîtrise, tu vois, je passe à autre chose. Je me Mhm. dis, ok, presque capté, je la maîtrise pas à 100%, mais c'est bon, ça me permet de voir autre chose et de découvrir même des nouveaux corps de métier. Enfin, il y a plein de trucs qui évoluent. Et Ouais. même en l'IA, on va en parler, mais c'est des petites étapes et des petits trucs, des petits chemins qui commencent à se découvrir, à se créer, alors que si tu restais que dans une zone, bah, en fait, ces chemins-là, tu les verrais jamais. Ah, c'est clair, oui, c'est ça. Est-ce que si t'avais pas fait là, ton contenu sur Insta, est-ce que t'aurais fait des trucs après sur YouTube? Est-ce que t'aurais fait toutes les petites choses que tu fais maintenant? Et je pense que t'as réussi à trouver une sorte d'équilibre dans tout ce que tu fais. Ça, sinon tu le ferais pas. Mais t'as osé à chaque fois faire quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est pas mal de se dire, ok, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Maintenant, je le continue parce que ça me plaît. Et en fait, si tu testes pas, tu sais jamais si t'as envie de le faire ou pas. Si c'est vraiment quelque chose que tu kiffes. En fait, le pire truc, ce serait d'avoir un regret sur quelque chose, de se dire bah je voulais faire ça mais je l'ai jamais fait, tu vois. Et donc bah en fait c'est triste de se dire j'ai pas fait ça parce que j'avais peur en fait. C'est plus ça le truc. Il y avait une Ok. phrase, je crois que c'est Big Flo et Oli qui disait je veux pas. C'est quoi? Pas de remords. Pas de remords, que des. Non, que des. Attends, j'ai Pas de oublié. regrets que des remords, c'est ça? Ouais, pardon, ouais, c'est ça. Et en gros, les regrets, c'est de pas l'avoir fait, et le remords, c'est de l'avoir fait. Mais Ouais. au pire, c'est pas grave, tu l'as fait, tu vois. Au pire Et tu tu l'as regrettes fait et pas. c'est tout. Ouais. C'est marrant, c'est un de mes frères qui a dit ça aussi quand j'étais plus petit, ça m'a marqué genre ok faut que je fasse des Moi choses en aussi. fait. Et donc ouais parfois les proches ça aide pas mal à évoluer quoi. Ok, t'as un peu amené le truc. On va peut-être commencer le chapitre sur l'IA, si ça te va. Première question, du coup. Quelle est ton approche toi, par rapport à l'IA et comment est-ce que tu l'appréhendes dans, peut-être pas dans ta vie de tous les jours, mais dans ton travail ou autre? Alors, c'est devenu vraiment un quotidien. L'IA, il y a plein de trucs. Il y a l'IA générative, l'IA, Ouais. tu vois, de recherche, des choses là, genre GPT, hein, comme tout le monde, hein, le truc le plus mainstream. Et bah, après, j'ai beaucoup de Adobe Firefly. Bah, tant je paye la licence, en tout cas, autant l'utiliser. Mhm. Mais il y a aussi Sora, tous ces autres trucs que j'ai bien aimé tester. Et en gros, pour moi, c'est un outil. Ça m'a développé des trucs que je savais pas forcément bien faire. Genre, bah, je fais toujours des fautes d'orthographe, mais j'avoue que ça m'aide sur plein de trucs. Ouais. Même le texte, à bien formuler mes phrases. Parce que des fois, je me sens. Des fois, j'écris comme je parle. Et c'est pas du tout professionnel. Enfin, ça, c'est pas bien pour certains niveaux de professionnalisme. Donc, ça m'aide aussi à recentrer des choses, surtout en texte. Pour mes scripts, il y a des fois où je me dis est-ce que bah, comme des recherches Google, est-ce que je peux pas mettre une data intéressante dedans pour bah, argumenter un peu plus et avoir de la consistance à mes contenus. Ouais. Donc tous ces trucs là ça m'aide en recherche. Et après en IA générative, bah, Firefly, j'avais fait des trucs mais c'était plus pour les mock-ups. En fait c'est parti d'une problématique, c'est que je ne trouvais pas le mock-up parfait pour mon projet qui était un pot de confiture pour confiture Yuja. Enfin, le Yuja, c'est un citron spécial. Ouais. Donc, va trouver déjà un pot avec des citrons. Bon, ok, mais des citrons yuzu, enfin Yuja, tu vois, c'est impossible. Genre vraiment, personne l'a fait, ou alors il fallait que je le fasse moi-même, choses comme ça. Bon, j'avoue, j'avais la flemme, c'était un projet perso, j'allais pas payer un photographe pour ça. Donc, je les ai générés. En fait, c'est parti de là et j'ai juste appris et voilà. Je me suis dit, mais en fait, c'est cool pour des choses très précises qui sont pas possibles tout de suite, tu vois, en réel. En tout cas, qui sont pas sur des boutiques de mock-up et tout. Mais par contre, je dénigre pas du tout les mock-up classiques parce que je trouve que ils sont déjà... Comparé à des mock-up IA, en fait, les mock-up classiques sont déjà tout faits. C'est sur Photoshop, les lights, l'angle, tout ça, c'est un travail de dingue. Je trouve que c'est trop bien. Enfin, il y a des choses, quand elles sont bien faites, t'es pas obligé de les refaire. Enfin, tu vois, il y a des gens qui le font très bien déjà et c'est trop bien. Et par contre, quand il y a des trucs précis, tu vois, mes trucs de mock-up de confiture, bah ouais, j'ai fait les angles, c'était un peu dégueu, c'était pas aussi propre qu'un gars qui va faire, tu vois, les biseautages, les trucs comme ça, mais c'était un projet perso, je m'étais juste amusée à tester cette technique. Et ça m'a bien servi. Et pour le coup, je sais que dès que je parle d'IA, c'est compliqué, enfin, je pense pour tout le monde, il y a plusieurs teams.
Il y a plusieurs niveaux aussi d'utilisation et surtout en fonction de nos métiers et nos branches, voilà, on n'est pas impacté pareil. Ça, je suis hyper consciente. Et c'est pour ça que c'est compliqué de parler que d'IA que pour moi, parce qu'en fait, tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre. Et moi, je suis plus pour l'évolution, on va dire tout ce qui va nous aider à améliorer notre travail. Tu vois, il y a des fois des 3D, je sais pas faire de la 3D, mais il me suffit d'un angle machin un peu spécial pour un objet, ben en fait je vais le générer parce que oui, je vais pas apprendre CKD du jour au lendemain, c'est du temps. OK, c'est du temps, mais en fait l'IA est fait aussi pour qu'on gagne du temps entre guillemets. Et après n'empêche que je peux demander à un 3Diste de le faire derrière. Enfin, il y a pas, c'est pas un truc final l'IA, c'est des maquettes incroyables. Mais ce sera jamais des produits vraiment finaux. Tu vois, c'est trop bien pour les clients. Et petite anecdote, les clients qui ne sont pas en design, enfin du jeu c'est pas leur métier, ne visualisent pas quand on montre des mood boards. Clairement, tu vois, nous on va comprendre, tu vois, la direction artistique qu'on veut, les couleurs, l'angle, enfin voilà, un mood. Mais eux, ils vont se dire, ils vont juste voir des images. Ils vont pas comprendre les liens qu'il y a que nous on peut donner. Et le fait de générer de l'IA grâce à ça, enfin des images très très précises. Imaginons, petit exemple, j'ai travaillé pour un truc de PER, qui est un truc de assurance retraite, tu vois, voilà, très précis, finance. Les gars, c'est des commerciaux, enfin ils sont pas du tout dans le design, tu vois, c'est pas du tout leur truc. Et je montre une image d'enfant parce que j'aimais bien l'angle, enfin ça faisait un angle un peu spécial, un peu fisheye et tout. Et en fait, c'est un enfant. Ils ont bloqué sur cette image. J'ai dit, mais non, mais moi, je veux juste l'angle de photo, pas l'enfant. Ils ont dit, ouais, mais nous, on veut pas d'enfant. Je sais. Tu vois, et donc là, à ce moment-là, j'avais pas trop d'IA, mais j'aurais pu, tu vois, générer une image de peut-être, je sais pas, un trentenaire, enfin, ou plus, enfin, je sais pas qui, mais tu sais, qui fait cet angle-là ou qui fait le geste que j'ai besoin pour pas qu'ils aient à bloquer sur cette image. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça permet à se projeter, en fait, beaucoup plus, que ce soit pour nous, pour poser des images, mais surtout pour les clients. Franchement, ça les aide. C'est un truc psychologique. Enfin, ouais, ça t'aide à créer un langage un peu plus compréhensible pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai que parfois, oui, t'as des clients qui ont du mal un peu à se projeter. Et du coup, moi, j'ai une question. Une fois que tu génères, par exemple, là, ton image en IA, comment est-ce que tu vas expliquer, par exemple, au client par exemple, ton citron, comment je vais le faire en 3D, je vais appeler un 3Diste pour le faire. Comment est-ce que tu lui dis en fait, non, je vais pas juste le faire là avec cette image-là, je vais appeler quelqu'un pour le faire à côté et ce sera beaucoup mieux. C'est des maquettes, ça dépend. Tu vois, là, le citron, c'était un projet vraiment perso, donc j'ai pas pensé à le reste, mais faut se dire que ça peut être pour un brief photographe. Enfin, imaginons, c'est une marque de food, forcément, il y a des photographes food incroyables, tu vois, qui ont des lights, des machins. Eux, au moins, ils ont un brief un peu plus clair que on veut des citrons et le pot un peu comme ça, tu vois, genre, enfin. Et ça aide un peu tout le monde, tu vois, c'est presque des moods plus. Presque des créas d'intention, ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est vraiment une attention encore plus poussée et très visuelle, à la limite du réaliste, mais sans que ce soit le produit fini. Ouais. Ok, je vois. Moi, ce que je voulais savoir, c'est aussi quelle IA est-ce que tu utilises, parce que tu me dis que tu utilises Firefly. Du coup, Firefly, t'as des droits d'auteur dessus, parce que il prend en compte des images avec des droits d'auteur dessus, comparé à d'autres qui n'en ont pas. Je pense que c'est pour ça que tu l'utilises. Est-ce que t'en as d'autres comme ça que tu utilises dans ton travail ? Pour le coup, pas tant que ça. Tu vois, je m'amuse sur Sora parce que j'ai ChatGPT. Mais j'ai pas l'utilité à part générer des trucs. Enfin, faut que ça reste pour moi. Firefly, ça reste du pro. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre, des images de référence. Donc, je peux faire du flat et du coup, eux, ils savent très bien où je veux mettre mon pot, positionner les citrons, enfin, machin. Donc, ça m'aide à garder la DA, en fait, maîtriser aussi ce que l'image va être générée, enfin, l'IA va générer. Et pour le coup, Adobe font pas mal de choses en transparence. Enfin, il a les Content Credentials qui sont sortis. Enfin, il y a plein de choses qui aident aussi à en voir plus clair. Parce que ces trucs-là, c'est très flou. Et pour tout le monde, mais pour le monde entier d'ailleurs. Donc ça prend du temps. Mais je sais, le vol de contenu, les choses comme ça, il y a plein de mid-jour. Enfin, je sais pas qui vraiment, je pourrais pas cibler. Mais je vois des choses incroyables, mais ouais, c'est vrai que il y a eu la vague Ghibli là. Enfin, là, du coup, j'ai trouvé ça
inutile, mais c'est aucun designer ne l'a fait. C'était genre des gens lambda qui se sont dit on peut générer ça. Enfin, pour moi, c'était tellement accessible à des gens qui n'ont jamais pu faire ce genre de choses, qui se sont amusés à en faire à tout va. Donc c'était pas des images qui vont générer. Enfin, c'est pas du business. Enfin, c'est pas, tu vas rien en faire en fait. Et ces images, ils vont juste les mettre en profil et ils seront contents. Ouais. Alors que nous, on a une vraie utilité, c'est qu'est-ce qu'on en fait vraiment de ce truc-là. Il est professionnel, tu vois. Là, je fais des mock-ups, c'est pour qu'on puisse se projeter. Enfin, du moment qu'il y a une intention et une utilité, pour moi, c'est comme ça qu'on doit approcher l'IA. Mais si c'est pour générer, il y a rien. Oui, je comprends. Tant qu'il n'y a pas d'aspect commercial derrière, il n'y a pas d'intérêt non plus pour toi, du coup, à forcément dire, ok, plutôt utiliser ça ou ça. Mais quand ça devient professionnel, autant utiliser un truc comme Firefly où du coup, c'est protégé, etc. C'est sorti Board. Je sais pas si t'as vu, il y a Adobe Board, Firefly Board, je sais plus comment ils l'appellent, ou c'est des mood boards en fait. Ils ont fait pas un Figma-like, mais en fait tu peux régénérer des images pour faire un mood board. Du coup, ils t'en sortent plein pour te dire ok, je vais choisir plutôt cet angle-là. Justement, l'exemple de la photo que le client n'arrivait pas à se projeter, ces trucs-là, ils vont pouvoir t'aider un peu plus. Ils le poussent en tout cas dans ce sens-là pour pas dire que c'est que génératif avec Firefly. Il y a un truc où tu peux l'utiliser pour tes mood boards et ça pousse la création encore plus loin. Après, il faut toujours savoir prompter, c'est aussi un truc. Savoir ce qu'on a en tête, c'est quelque chose. Les briefs, que ce soit le client, il peut te dire un truc, mais en fait, quand il voit ce que tu as fait exactement comme le brief, il va pas aimer. Tu es là en mode, gars, tu sais ce que tu as vraiment en tête? Parce que c'est dur, tu vois. Mon papa, il me dit tout le temps, l'IA va voler ton travail. Je dis, papa, déjà, tu sais pas ce que je fais. Et savoir ce qu'on a en tête, c'est hyper dur. Enfin, même pour nous. Enfin, genre, il y a des aspects où va avoir un prompt d'un gars lambda et un prompt d'un professionnel de photo qui sait l'angle de la photo, les ISO, les machins, enfin tous les trucs techniques. Pour moi, il n'y a que des créas qui peuvent faire des maxi prompts. Oui, c'est ça. C'est si un jour on est voué à créer qu'avec l'IA, en fait, ce sera que notre expertise et même en fait, le fait qu'on sache qu'on ait des références, qu'on sache, comme tu dis, tu vois, la focale, l'ISO, etc., comment la mettre, qui vont nous faire sortir du lot au final. J'espère qu'on ne créera pas qu'avec l'IA, mais du coup, oui, pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret, un peu plus sensible, ce sera de cette façon-là, quoi, qu'il faudra l'utiliser. Mais du coup, toi, est-ce que t'as vu une différence? Enfin, est-ce que tu vois tes prompts évoluer au final? Comment tu fais un peu tout ça? Je les vois évoluer, parce que j'apprends. Du coup, j'aime bien aussi regarder des tutos, voir comment on améliore ça. Tu vois, il y a des fois où je suis pas une pro photo, donc forcément, je ne connais pas tous les termes techniques. Adobe, c'est cool, il y a déjà des presets, tu vois, grand angle, machin, sur les angles, c'est cool. Lumière studio, les choses comme ça, mais tu vois, photo food, tu peux faire... Enfin, il y a plein d'aspects où on améliore le process avec aussi les nouveautés qui arrivent tous les jours. Il y a plein de choses. Hier, il y a un an, l'IA était différente. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais demain, elle sera encore autre chose. Donc, faut suivre, je pense, ces évolutions qui sont... l'IA, elle est pas... tu vois, il y a tout un débat où elle prend... Enfin, ça génère de l'eau. Enfin, ça pompe de l'eau, les choses comme ça. Il y a un an, ça pompait énormément. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins, parce que grâce à l'IA, justement, une autre IA, pas générative, mais une autre IA qui améliore aussi tous ces trucs-là. Enfin, l'IA améliore l'IA sur plein d'aspects qu'on ne sait pas. Et si on n'est pas à jour, tu vois, il y en a plein qui me disent des choses qui datent de l'année dernière. Enfin, c'est juste, il faut se renseigner un petit peu, parce que les choses évoluent beaucoup plus vite qu'on le pense. Dans ce monde-là, surtout parce que c'est pas humain, enfin, entre guillemets, ça l'est pas. Donc forcément, ça avance beaucoup plus vite. Aussi, je pense, comme tu as tous les États qui investissent des millions et des milliards dedans, je pense que c'est pour ça aussi que ça avance pas mal, quoi. C'est vraiment l'évolution de demain, quoi. Si t'es un peu en retard, là, c'est un peu compliqué pour la suite. Même si en Europe, je crois qu'on est un peu plus en retrait. Enfin, pas en retrait, mais un peu plus en retard. Par rapport à tout ce qui est ChatGPT ou autre. Mais en même temps, je crois qu'en Europe, on protège aussi pas mal par rapport à tout ça. Et... qu'est-ce qui est mieux ou pas, je ne sais pas. Mais du coup, c'est des questions qu'il faut se poser par la suite. Et du coup, est-ce que tu as déjà essayé pour la vidéo d'utiliser l'IA ou pas? Non. J'avoue que je suis pas encore à ce point-là. Tu vois, encore le Photoshop Generative Fill, je pense que tout le monde l'utilise. Et ça, c'est quel banger. Ce truc-là d'expand un peu plus nos trucs, ou genre d'effacer des choses, sélectionner. Enfin,
cette IA-là, on peut pas cracher dessus, elle est incroyable pour tout le monde, Ouais. peu importe, tu vois, même les photographes, ils l'utilisent pour clean des choses, enfin, Ouais. c'est pas cracher sur le mot IA, tu vois, il y a plein de petites choses qui font que tout le monde l'utilise, même au quotidien, on le sait pas, mais nos trucs ménagers, machin, voilà, il y a de l'IA. J'ai encore oublié la question. C'est ce que tu l'avais utilisé pour la vidéo. des vidéos ou des trucs comme ça. Ouais. Bah, en fait, non, je trouve que c'est pas encore très clean et je sais pas comment prompter encore. Tu vois, en vidéo, en image, c'est encore ok parce que c'est fixe, mais en vidéo, faut comprendre des termes justement de montage, de motion, tous ces trucs-là. Et j'avoue que j'ai appris un peu le motion, donc je touche un peu, tu vois, les images, mais je pourrais pas dire à une IA de la faire complètement. Ouais. Je préfère garder pour le moment, comprendre avant de donner, tu vois, à l'IA. Je préfère maîtriser vraiment ce que je fais, ce que je veux, et après, je pourrais plus facilement donner ça à un outil. Je trouve ça bien cette façon de fonctionner, de se dire ok, c'est moi d'abord je sais, et après peut-être que je vais déléguer à l'IA de faire quelque chose, quoi, parce que j'ai compris la façon de faire plutôt que d'être une personne plus ou moins lambda qui n'y connaît rien, et je vais tout faire avec l'IA, même si les résultats sont là. Si possible, c'est possible. Mais je trouve ça bien en fait, cette satisfaction là aussi de se dire ok, moi humain, j'ai quand même essayé de maîtriser le truc avant de le donner à un ordinateur. Moi de mon côté, j'avais un peu essayé pour la vidéo, et je trouve que t'as des résultats assez aléatoires, quoi. Quand tu vas donner une photo, tu vois, une photo que tu veux faire bouger par exemple, c'est un peu plus simple. L'IA va un peu plus comprendre ce qui se passe et se dire ok, par exemple là, il y a quelques mois j'avais fait un montage de moi sur Photoshop d'abord avec, tu sais, j'étais en train de surfer et puis un ordinateur et un téléphone en même temps, et du coup je me suis dit autant l'animer, quoi, ce truc là, et du coup là l'IA a réussi plus ou moins à faire un truc avec une vague qui déferle et puis moi qui surfe beaucoup mieux que ce que je fais en réalité, et du coup c'était très bien, quoi. Mais du coup là il avait compris. Après je sais pas, peut-être une dizaine de prompts, mais le truc c'est que tu peux pas aller trop dans le détail, tu lui donnes trop d'informations, tu peux pas te faire manger par un requin par exemple. J'ai un de mes frères qui m'a dit fais-toi manger par un requin, impossible. Donc dommage. Mais il y a des choses que tu pourras pas trop faire, quoi. En fait, faut vraiment être précis, concis surtout, genre pas faire des phrases à rallonge, et comme tu disais tout à l'heure, plus tu vas donner d'informations, mieux ce sera pour elle. Et ensuite, quand c'est quelque chose d'un peu plus abstrait, quand tu vas donner des illustrations par exemple, là j'ai l'impression qu'elle panique, quoi. Elle a du mal à capter tout ce qui se passe. Ça va te rajouter des bras, des mains, des endroits, parfois ça va te rajouter des yeux. Quand c'est abstrait, ça a encore un peu de mal. Je sais pas, moi j'ai seulement testé Runway, parce que j'ai eu des crédits dessus, donc je me suis dit let's go. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont testé d'autres IA comme ça, je serais curieux des résultats. Mais voilà pour ce petit retour d'expérience là-dessus. Du coup, toi, tu l'utilises plutôt pour des moodboards, c'est ça? Et ça t'est jamais arrivé d'en mettre vraiment dans un projet concret pour une livraison finale à la fin? Ce qui m'arrive, c'est que des fois, il y a un exemple, je peux dire, je fais beaucoup de brand guidelines, c'est les chartes graphiques pour les clients, et du coup, en général, déjà on utilise des mock-ups, on glisse des mock-ups à l'intérieur pour rythmer un peu plus, parce que c'est un doc très technique, des fois c'est très lourd, très chiant, pour des non-designers. Nous on kiffe, tu vois, le layout, vas-y, les petits détails, les espacements, nous c'est notre truc, mais les autres qui vont tomber dessus, le lire, ne vont pas accrocher à tous ces détails, donc on essaie de rythmer avec du graphisme, des mock-ups, et souvent on essaie de choper des mock-ups un peu à droite à gauche, genre des cartes de visite, c'est bête, mais ça les aide à se projeter, tu vois, à faire du merch, des gourdes, ils sont contents quand il y a leur logo dessus, tu vois, c'est le jeu et c'est ok. Mais c'est vrai que prendre plein de mock-ups un peu disparates, ça fait que la vision globale, on va dire, pour nous, même en tant que DA, tu peux avoir des mock-ups plus sombres, plus clairs, pas les mêmes couleurs, tu vois. Tu peux rechanger ça, mais ça peut être très long. Et j'avoue que ça peut nous arriver en agence de générer des mock-ups, mais qui sont dans la même vibe, qui sont vraiment dans la même DA, pour que tout soit harmonieux, surtout sur les couleurs de la brand. Il y a un truc où au moins tout est fait, tout a un peu les mêmes tons, les choses comme ça, et ça aide vachement à se projeter beaucoup plus. Et c'est plus simple que des mock-ups un peu disparates, qui marchent aussi très bien, mais c'est vrai que quand ton guideline il fait 100 pages, t'essayes quand même de rythmer un peu sympathiquement les choses.
Et du coup, après, tu viens toujours retoucher un petit peu. Ça, je suppose que si tu lui donnes ton logo directement, il va un peu le déformer. Donc, non, tu repasses quand même par Photoshop, tu refais, tu sais, les déformations, les choses comme ça. Mais au moins, tu sais que la colo, les angles, enfin, tu vois, même la DA photo que tu veux mettre, bah, en fait, elle est dedans. Sauf si tu trouves un pack de mock-up trop bien, qui est vraiment exactement tout ce que tu veux, tant mieux. Mais c'est vrai que toutes les vibes ne se valent pas, tu vois, parce que c'est très généraliste, c'est très... quand on achète des packs de mock-up, ça peut être très pointu. T'imagines, il y a que c'est un truc de citron yuzu, personne. Personne n'a ça. Oui, comme tu disais tout à l'heure, ouais. Et du coup, ça te fait gagner du temps aussi, parce que tu vas pas forcément chercher quelqu'un qui va modéliser tout ça, qui peut être assez chronophage au final. Et du coup, là, tu peux faire beaucoup plus d'itérations, je pense, en un temps, pour trouver vraiment l'angle et puis la composition parfaite que tu veux au final, quoi. Et est-ce qu'avec l'IA, du coup, est-ce que ça t'arrive de te sentir dépassé, du coup, dans ton processus créatif, ou pas du tout? Je dirais pas à dépasser, parce que pour moi, si tu te sens dépassé, c'est que t'as pas suivi, tu vois, la vague, on va dire, de tout ce qui est l'évolution. Donc comme j'essaie vraiment d'être tout le temps au courant, je suis plein de gens, que ce soit en création ou même, tu vois, je suis des comptes sur l'IA ou sur l'editing ou le motion, en fait, ça me permet de jamais me sentir dépassée. Je suis au courant, j'utilise peut-être pas, tu vois, tous les aspects, mais je sais, en tout cas, ce qui se passe. C'est un peu comme les infos, enfin, c'est de se tenir au courant. Mais non, en vrai, je suis contente de ce qui se passe. Après, il faut toujours avoir une limite, je pense, à tout. C'est genre avoir son esprit quand même critique. C'est ok, il se passe des choses, on est content ou pas, dans tous les cas, c'est déjà là. Si on le sait, c'est que, voilà, tu vois, l'IA, il y en a plein, ils sont quand même contre ou choses comme ça. En fait, c'est déjà là, donc c'est plus possible de fermer les yeux. C'est comment on avance avec ça. Surtout, c'est plus sain que de se dire de garder ça en nous. C'est pas bon, je trouve, de tout le temps être contre un truc, alors que le monde, il avance quand même, et je sais pas, c'est... Oui, c'est comme avec quand Adobe a commencé à sortir Photoshop, Illustrator, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte, de se dire, ok, on doit aussi avancer. Je pense que l'IA, c'est encore une révolution un peu plus au-dessus que peut-être ces logiciels-là. Parce que c'est plus forcément nous qui créons, entre guillemets, mais c'est quelque chose qu'on génère automatiquement. Et puis, au final, toi, ce que tu fais, c'est... Tu crées des choses avec l'IA, mais derrière, tu vas les retoucher et tu essayes de quand même avoir quelque chose qui va te parler. Tu te satisfais pas juste de l'image finale, quoi. Ouais, en fait, pour moi, tout peut vivre ensemble. Je sais qu'il y a plein de trucs où, genre, tu vois, quand la photo est devenue couleur, quand Internet est arrivé, enfin, tout peut vivre ensemble. Même, c'est bête, mais tu sais, les caisses automatiques, les choses comme ça, enfin, rien, ça remplace peut-être un bout, mais ça remplacera jamais tout. Enfin, en tout cas, je dis, il n'y a pas de jamais, entre guillemets, mais tout vit ensemble. C'est, ok, je génère des images, mais ça m'empêche pas d'aller voir un photographe pour faire des photos, enfin, ou de créer des trucs en 3D. Ça n'arrête pas un pan entier de création ou de personnes. C'est comme tu dis, Photoshop, tout ce qui est, tu sais, illustration digitale, les choses comme ça, quand c'est arrivé, tu vois, les gens qui dessinaient sur papier, ils sont peut-être inquiétés ou ils sont peut-être passés sur le digital, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui dessinent encore très bien. Tout peut vivre ensemble. C'est juste à quel équilibre tu le mets aussi dans ta création et dans ta vie perso. Il y en a, ce sera 100%, tu vois, du digital parce qu'ils kiffent. Tu vois, les nouvelles générations, elles auront peut-être pas connu tout ce que nous on a connu et elles seront directement baignées dans d'autres choses. Donc, il faut juste se dire que tout est un équilibre et l'évolution, elle avancera quand même. Ouais. Et c'est intéressant ton truc de caisse automatique, tu vois, parce que caisse automatique, tu vas, parce que parfois c'est plus rapide, etc. C'est sûr. Mais t'as toujours besoin de quelqu'un à côté, en fait. Parfois, t'as un bug, tu comprends pas, machin, t'as un article qui est pas passé. Donc, t'as toujours besoin de l'humain, d'une interaction, vraiment, qui va t'aider là-dessus. Je pense aussi que, du coup, les clients qui viennent te chercher et qui veulent absolument faire de l'IA, est-ce que aussi tu les veux vraiment en tant que client, tu vois? Parce que s'ils veulent faire de l'IA, c'est pour aller vite, c'est pour pas forcément dépenser beaucoup d'argent et donc ils ont pas beaucoup de budget. Est-ce que toi, au final, tu vas te retrouver à avoir un client comme ça qui veut aller vite, pas de budget et quelque chose de bien? Est-ce que pour toi, c'est viable créativement de travailler comme ça, quoi? Même avant l'IA, il y avait des gens comme ça. En fait, il y a de tout. C'est pour ça. Avant l'IA, ça existait déjà. Hein. Enfin, tous ces clients qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de temps. Enfin, c'est ça. Peu importe, ils ont trouvé une sorte de solution. Et s'il y a des graphistes, des créatifs
qui sont dans ce truc-là, tant mieux, tu vois. Genre, on peut pas... Déjà, le public, on sait qu'on plaît pas à tout le monde. On ne veut pas non plus tout le monde en tant que client. Enfin, chacun a ses trucs. Il y en a pour tout le monde. Il y a du taf pour tout le monde. Voilà, faut juste être accordé avec les valeurs, le brief et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est comme... moi, j'avais un exemple, genre il y a 6 ans, il n'y avait pas forcément d'IA à ce moment-là, tu vois. Mais en tout cas, pour la génération d'images. Et j'ai un client qui m'a dit, ouais, mais si je comprends pas, si je fais la différence entre je fais appel à toi pour créer un logo ou un générateur de logo sur un site internet, tu vois. Je sais pas, mais pourquoi tu viens me parler de tout ça, moi. Tu vois, c'est juste, moi je vais t'avoir un truc personnalisé, je vais pouvoir te guider aussi dans la strate entre guillemets, comme tu dis, tu vas créer un univers peut-être, alors que ton truc, là, ton générateur, il va juste faire quelque chose que tout le monde peut avoir, quoi. Genre, il va prendre toutes les références à droite à gauche, et quelque chose qui a pas forcément d'âme et qui est pas forcément personnalisé, quoi. Donc oui, c'est ce client-là. Et peut-être c'est ce qu'il veut, très bien. C'est cool de poser aussi la question. Ça paraît peut-être une offense pour nous, tu vois, parce qu'on se dit, mais on travaille, mais voilà. Mais pour d'autres gens, en fait, ils ont besoin de savoir pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui vaut un logo à 10 000 balles et un truc un Canva, un abonnement à Canva à 15 balles. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui les vaut, faut expliquer. Et c'est aussi notre rôle de designer en prouvant notre savoir-faire, expertise, en fait, c'est de montrer tout ce que nous, on peut apporter, qu'est-ce que ça apporte sur le long terme. Enfin, c'est ces explications-là qui font que on peut monter nos prix, on peut machin, tout ça, ça a de la valeur, tous ces trucs-là. Et il y a des gens, imagine ton boulanger, il a pas les sous pour mettre un gros logo. Et ça, je comprends, tu vois, j'ai travaillé avec des restaurateurs, des choses comme ça, ils ont pas du tout les sous. En tout cas, ils sont plus focus sur leur restauration, enfin, leur corps de métier. Et ils peuvent pas mettre autant dans tout ce que nous, on fait. Ça leur paraît dérisoire, c'est trop de pertes parce qu'ils voient pas on va dire c'est pas qu'ils ont pas de vision, mais eux c'est le jour déjà. Donc vaut mieux vivre et d'avoir un service pour le lendemain que dans 10 ans, tu vois. Ça changera peut-être. Donc pour moi, il y a pour tout le monde. C'est ce que tu dis, oui, c'est ça. Si lui c'est ce qu'il veut, etc., tant mieux pour lui et point. Mais c'est juste que tu vois, quand tu commences à vendre un peu, à te vendre, à avoir ton premier client, etc. Alors le bagou, essayer de te démarcher, machin, t'as un de tes premiers clients qui te dit ça, tu fais ok, donc c'est ça, la vie active maintenant. Le monde professionnel, je vais me mettre en compétition déjà avec des générateurs de logos, etc. Mais oui, exactement, c'est ce que tu dis, c'est au fur et à mesure tu arrives à te vendre, pourquoi t'es mieux que ça, ou t'es mieux qu'un tel, ou t'es mieux que telle boîte, etc. Parce que dans tous les cas, tu dois essayer de te démarquer par rapport à d'autres personnes. Donc oui, ton argumentaire sur le reste, c'est ça qui va jouer sur comment tu vas te vendre et si tu as réussi à signer le devis à côté, quoi. Donc ok, et dernière petite question peut-être sur l'IA. Est-ce que du coup avec ta communauté comment ça se passe? Est-ce que tu as des gens qui sont venus en mode mais qu'est-ce que tu fais, ou est-ce que c'est plutôt ok parce que tu arrives à expliquer, à amener ça assez correctement là-dessus? J'ai eu des messages pas très cool en vrai sur l'IA. Ouais. Pas forcément contre moi, mais plus l'outil, enfin l'IA en général. Ouais. Parce que je crois que j'ai commencé il y a un an et demi à utiliser l'IA, juste pour les mock-ups. Enfin, c'est parti déjà d'une problématique, donc c'est même pas générer des images comme ça, parce que j'en avais fait, mais il n'y a pas d'utilité. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de ça? Donc j'ai laissé tomber le projet, et quand j'ai eu la problématique du mock-up, je me suis dit mais trop bien, je vais pouvoir le montrer aux autres. Enfin, c'est un peu comme ça, j'aime bien partager quand je trouve des trucs un peu utiles, et surtout quand je fais des briefs perso, tu vois, qui n'ont aucune valeur, on va dire monétaire ou choses comme ça. C'est juste du kiff, on utilise ça parce que ça nous améliore aussi, tu vois, sur même faire des promptings, ça peut m'aider à me dire ok, pour un photographe maintenant je sais comment le briefer. Enfin, il y a des choses que j'apprends aussi en même temps. Ouais, j'avais fait un reel sur ça qui était en mode je me posais la question parce que du coup j'aime bien aussi la poser aux autres. C'est nous en tant que designer on fait des moodboards, c'est-à-dire qu'on prend des images un peu partout on n'a pas demandé aux auteurs déjà de prendre leurs images, et on en fait un micmac de ce qu'on veut, mais où est-ce qu'est la copie ou l'inspiration, tu vois, on aime bien une palette, est-ce qu'on la reprend à 100% ou est-ce qu'on va bouger des choses? L'IA, quand elle génère une image, elle fait un peu le même principe, c'est qu'elle prend des images, en tout cas elle se nourrit de choses, pour en faire aussi un micmac, peut-être trop réaliste parce qu'elle est trop forte, tu vois, comparé à nous, mais où est-ce qu'elle est, où est la limite en fait, enfin où est-ce qu'il... Entre la copie, l'intention, tu vois, l'inspiration, l'IA fait le même process que nous, mais beaucoup mieux.
C'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas trop ça, c'est qu'elle est trop c'est forte. Et en termes de plagiat, il y a un truc où en mode peu importe IA ou pas, là je me suis fait plagier d'un truc sur sur Twitter, il y a des gens de la commu qui m'ont alerté, il y a un gars qui a repris exactement mon post et je fais IA ou pas IA, en fait c'est des humains derrière qui font quand même des choses, tu vois, c'est pas l'IA là, c'était un humain, donc tu vois, on peut crier sur l'IA mais on peut crier sur les humains aussi finalement. Donc c'est un débat, hein, l'IA. Il y a plein de gens qui étaient venus justement je repars sur le reel à commenter, mais qui sont plus aussi communauté artistique, où ce truc-là ils étaient pas ok parce que l'IA prenait leurs images pour refaire une image parfaite de presque ce qu'ils font. Et là je comprends, tu vois, c'est très touchy. Alors que nous, c'est plus un mood, c'est vraiment un truc où on va dire ok, cette typo elle pourrait bien aller avec cette palette, enfin c'est un micmac de tout. Donc c'est hyper compliqué de... C'est des débats où juste quelle est la limite qu'on met aussi à l'IA, l'inspiration, c'est très touchy pour moi. Enfin, c'est pas compliqué, il faut en parler, il faut juste se dire ok, on s'arrête où, tu vois, au moment où l'IA, il y en a qui prennent ça juste pour recopier exactement à l'identique, et d'autres pour créer des nouvelles choses, mais à partir de choses qui existent déjà, mais c'est ce qu'on fait déjà, donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Oui, ce qui fait peur, c'est parce que t'as un outil qui n'a pas de réflexion et qui... Et encore maintenant, l'IA ne peut pas créer toute seule. Tu as toujours un prompt, tu as toujours quelqu'un qui est derrière. Donc en fait, tout ce qui est créé, c'est une intention humaine qui est derrière. Et comme tu dis, c'est parce que ça crée des images qui peuvent ressembler, comme deux gouttes d'eau à quelque chose qui existe déjà en fait. Ça peut reprendre plus ou moins la patte d'un artiste en 2 temps 3 mouvements. Alors que nous, si on le fait d'un autre côté, il y aura toujours une petite différence. Mais quoique je voyais, la dernière fois tu avais un artiste, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus comment il s'appelle, il est toujours vivant, mais tu vois, il comparait en fait par exemple une illustration qui faisait lui, et il demandait à l'IA de reprendre exactement son style avec plus ou moins son illustration. Pardon, je bafouille. Et en fait tu avais quand même quelque chose qui ressemblait, mais lui... il était allé beaucoup plus loin et du coup son illustration était quand même beaucoup mieux, tu vois. Bon, je sais pas s'il aurait posté le truc si l'illustration de l'IA était beaucoup mieux classée, mais en tout cas c'est pour dire que l'IA, ok, ça permet d'aller à un certain point, mais est-ce que ça ira jusqu'au bout du travail? Je sais pas, parce que t'as toujours ce côté-là humain, tu vois, d'émotion entre guillemets, qui est là, de réflexion et d'imagination aussi, tu vois, de créativité. Un artiste, c'est ça qu'il a, c'est comment est-ce qu'il peut aller plus loin et comment il amène son idée, son style jusqu'au bout, quoi. Donc ouais, et comme tu disais, toutes les choses un peu négatives de droits d'auteur, de plagiat, etc., ça existe déjà, et je pense que dans tous les cas, c'est compliqué de mettre de la faute que là-dessus. C'est simple de critiquer l'IA parce que c'est quelque chose c'est un outil, mais derrière, c'est les humains quand même qui font le produit au final, quoi. Je suis d'accord. Moi, je voulais savoir, c'est quoi un peu tes références du moment, pas forcément en termes de branding, sauf si t'as vraiment quelque chose que t'as vu dernièrement, mais ça peut être un film, une série, je sais pas, une exposition que t'as vu dernièrement. En référence, en fait, je suis très réseau et j'avoue, je regarde tout. Tout m'intéresse. Et en ce moment, j'aime bien tout ce qui est montage, editing. Parce que j'essaye d'apprendre, de comprendre. Et maintenant, je vois, tu vois, il y a des trucs où... Genre dans les films, ça m'arrive de me dire « Ah, mais imagine, où est-ce qu'il était le caméraman ?» Enfin, ça me fait rire, tu vois. Tu sais qu'il est tout seul, en fait, parce que la voiture, elle part. Tu dis « Bah, le gars, il devait être tout seul. » Enfin, il y a plein de réflexions où c'est pas des références de films exacts, c'est juste toutes les mécaniques qui peuvent y avoir. Le storytelling, qui est trop, trop important. En fait, il y en a partout. Il y a des méthodos de storytelling. Enfin, tous ces trucs-là, moi, ça me fait trop kiffer. J'essaie de le voir partout, même les vidéos YouTube. C'est trop bête, mais du coup, comme je vais être sur la plateforme, j'essaie d'analyser qu'est-ce qui marche, le ton, les sujets, les minias, qui sont un délire de malade. Enfin, tout le monde en parle. Les miniatures, c'est un vrai truc d'accroche, un hook et tout. C'est clair, Genre, je crois que j'avais cité un nom dans une autre interview, c'est Cho Ji-suk. C'est celui qui a fait le clip de Jennie pour je sais plus quel MV. Mais en gros, c'est très artistique, c'est très montage. En fait, c'est pareil, on revient sur l'editing et tu vois, tous les cuts. Du coup, j'apprends les techniques. Et ça, j'aime bien. Tu sais, genre, je sais pas si tu connais le site, le compte iCandy. iCandy, je kiffe. Je suis en mode, les refs, tu vois, je peux pas en citer une, il y a tout. C'est les techniques, elles sont trop cool.
C'est trop bien, t'as juste des petits shots comme ça, enfin des petits gifs, et puis tu vois directement l'effet, la transition que tu veux, etc. Ouais, c'est très chouette comme ref. Ouais, je pense que je pourrais la citer. Ok. Et ouais, si t'aimes bien un peu les mouvements de caméra, l'editing, tout ça, là t'as une série qui est sortie il y a pas très longtemps, qui s'appelle The Studio. Et en fait, parfois, bon bah c'est... Dans le coup, c'est une série, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est des épisodes de 30-40 minutes, quoi. Mais ils ont des plans, parfois, comme tu dis, où est le caméraman, comment est-ce qu'ils ont fait, machin. Et quand tu vois le behind the scene, tu déplaces des tables au fur et à mesure que le mec avance, etc. Et tu te dis, putain, mais il y a toute une organisation de malade derrière tout ça. Et la série est plutôt pas mal. C'est The Studio, ça parle du coup d'un studio genre à Hollywood, comment est-ce qu'ils créent les choses, et tu suis des producteurs à droite à gauche un peu farfelus. C'est très chouette, c'est assez drôle. Ah, je veux bien que tu me l'envoies, comme ça je l'oublie pas. Carrément, je t'enverrai. J'aime trop. C'est sur Canal+, mais je pense qu'on peut le trouver autrement aussi. J'ai. Ok. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans un prochain Motion Meet? Motion ou un peu, tu vois, extra. Ça peut être extra, ça peut être un peu de tout, ouais. Je pense j'aime. Bah, c'est un bon copain, Aishi. Je sais pas si tu vois, il est photographe, vidéo éditeur, tous ces trucs-là. Là, il a un road trip en Asie et du coup, il fait plein de shots et tout, trop beau. Il est trop fort en color grading. Du coup, ça aussi, c'est un délire. Ouais. J'essaye d'apprendre, c'est dur et tout. Du coup, il m'a lui aussi. Du coup, j'aime bien demander aux gens quand je sais pas faire, d'avoir des conseils. Même si ça paraît chiant, c'est juste, c'est pas de dire comment on fait, c'est juste je lui montre et je lui dis ok, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois, plus facilement que de juste de réapprendre ces 5-10 ans d'expérience, tu vois, d'un coup. Ouais. Mais c'est cool d'avoir des avis comme ça, et lui, il est trop fort, il fait pas mal de contenu aussi maintenant. Bah, en fait, c'est cool, c'est qu'il a évolué aussi, photographie sur les réseaux, ça l'est moins, enfin, c'est moins principalement sur la plateforme Insta, comme ça l'était il y a des années. Et du coup, bah, il glisse tranquillement vers des nouveaux formats, des choses comme ça. Il évolue lui aussi avec les outils, on va dire, à disposition. C'est toi qui lui donnes des conseils du coup sur ce truc-là, c'est ça? Ouais, bah j'aime bien, tu vois. D'un côté, il est très bon, hein. Il fait la création de contenu déjà depuis un petit moment et il m'inspire aussi, tu vois, sur des shots. Il me dit, ok, les transitions, enfin, voilà, il y a plein de trucs que moi aussi j'apprends de gens, c'est ça qui est cool. Et d'avoir des gens qui savent déjà faire, qui sont déjà dans le métier depuis un moment, bah ça rassure de poser des questions et d'avoir juste des petits retours ou pas. Ouais. Non, c'est sûr que c'est bien d'être bien entouré, tu vois, de pouvoir poser des questions rapidement, etc. Et d'avoir un retour de gens, comme tu dis, qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent te faire gagner un temps précieux, en fait. Tu vois, en 5 minutes, tu as un conseil qui va te débloquer quelque chose. C'est comme, tu vois, dans un sport, si tu veux t'améliorer d'un coup, tu vas prendre un coach ou je ne sais quoi, pour t'améliorer un peu plus rapidement que d'habitude, quoi. Et donc, ouais, non, c'est trop bien. En fait, je trouve, depuis le début, tu dis que tu échanges pas mal avec les gens, tout ça, pour donner des conseils. Je trouve que c'est vraiment la manière... Pardon, j'ai du mal à parler. C'est vraiment... Ce matin, je comprends. C'est vraiment la manière la plus saine, en fait, de pouvoir apprendre quelque chose, quoi, une nouvelle chose. Donc, c'est cool, c'est un beau message. Ok, et bah je crois qu'on a fini ce petit podcast. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi et que tu aies pu échanger un peu sur tout ça. Et voilà, je te dis peut-être une prochaine. Carrément. Et ben merci beaucoup à tout le monde et à ceux qui écouteront. Yes, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.